Apparemment, la France ne sait plus comment former les soldats ukrainiens. Elle envisage désormais d'externaliser cette tâche, c'est-à-dire de faire appel au secteur privé, à des entreprises. Une question qu'on aimerait vous poser ici en plateau déjà, est-ce que, je vous la pose à vous Pierre de Jong, parce que quand même vous êtes proche de ce thème-là, est-ce que c'est une décision qui vous choque philosophiquement ? Ben non, au contraire. D'ailleurs, c'est l'objet de mon livre, au passage. Je dirais entre les lignes, pour le coup. Parce que c'est vrai, c'est une révolution politique, une révolution technique. Politique, parce qu'on voit que la France s'engage. Elle va rejoindre la Grande-Bretagne dans cette espèce de, comment dire, dans la formation des soldats ukrainiens. Et Dieu sait si les Britanniques sont en avance sur le sujet. Ils ont formé plusieurs milliers d'hommes, dont on est resté sur un modèle plus amateur. Et visiblement, la France veut accélérer le processus et elle veut être très présente. Le deuxième point, c'est qu'on formait principalement des soldats ukrainiens en France, des mécaniciens, des pilotes, que sais-je, etc. Là, on va délocaliser et théoriquement, ça devrait se faire en Pologne, ou en tout cas le plus proche possible de l'Ukraine, pour gagner des délais, etc. Le deuxième point, c'est les volumes qui sont éventuellement formés. Au départ, on partait sur des unités élémentaires, ou des cadres, ou des spécialistes. Là, on part sur des volumes importants, genre des bataillons, voire des régiments. Donc 800, 1000 hommes, etc. Donc on va peut-être former l'armée. Enfin, les Français vont peut-être former plusieurs milliers d'hommes par mois ou par an, en tout cas. Ça, c'est la révolution politique. La révolution technique, c'est quoi ? C'est que les Français l'ont jamais fait. C'est que jusqu'à présent, l'armée française était très régalienne dans le système, très verticale. C'est qu'en fait, c'est l'armée française qui est formée à l'étranger. Le problème, c'est qu'on est une armée qui a 10 millions d'effectifs, qui est réduite en budget, et donc, bien évidemment, cette contrainte oblige soit à tronçonner les régiments pour fournir des formateurs, soit à faire ce que font les Américains, les Anglais, les Turcs, les Chinois, les Russes, etc., c'est-à-dire en fait délocaliser. Et en fait, dans les sociétés privées, qui sont aujourd'hui parfaitement adaptées à ça, pourquoi ? Parce que la plupart des sociétés privées qui font ces activités-là sont constituées d'anciens militaires. Donc, les compétences existent. Donc, il faut juste recycler le système. Et ça va donner quoi ? Ça va donner une ouverture incroyable et surtout une surface beaucoup plus importante. Donc, c'est une vraie révolution. Et donc, je ne peux pas vous dire comment ça va se dérouler, parce que j'imagine qu'à l'état-major des armées, c'est une vraie révolution. Mais je pense qu'il y a le train s'est engagé et c'est vraiment intéressant parce qu'on va rejoindre, si vous voulez, le modèle américain, qui est le modèle initial, qui est un modèle qui est relativement performant et qui vous donne, si vous voulez, dans une contrainte, par exemple, dans une contrainte africaine, dans laquelle il y a des critiques sur le positionnement de l'armée française, sur la France principalement, une espèce de sentiment anti-français un petit peu général depuis 6-7 mois. Le problème, c'est quand vous avez des soldats en tenue avec des drapeaux français qui font le footing tous les matins, ça passe pas dans les villes. Ouais. Donc aujourd'hui, il faut trouver un modèle qui soit beaucoup plus discret, et ce que j'appelle l'empreinte minimum. Donc il faut rentrer sur un modèle beaucoup plus politique, beaucoup plus discret, et beaucoup plus acceptable au nom des souverainetés par les États autour de nous. Bon, réponse claire, construite. Philomène Remy, quand même, il faut bien noter qu'en 2022, on estimait qu'il y avait 15 000 soldats à former par l'Union européenne. La France en a formé 2 000. Ouais. On n'a pas de chiffre globalement pour l'Europe, je crois, en 2023, mais Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, a dit que là, on avait, au mois d'août, formé en tout, depuis le début de l'année, 6 000 personnes, c'est-à-dire l'objectif annuel qu'avait la France de son côté. Donc en fait, là, quelque part, oui, on veut déléguer, mais c'est louable. Ça veut dire qu'on a beaucoup formé et qu'on veut former encore davantage. C'est un bel effort de guerre. C'est un bel effort de guerre, tout à fait. Et il faut remettre ça dans un contexte, vous l'avez dit, on n'a pas de chiffres précis sur l'Europe. Mais ce que l'on sait, c'est qu'en avril dernier, par exemple, les États-Unis, l'Angleterre et donc une partie de l'Europe, ils ont formé 40 000 hommes qui sont donc en 4 semaines. Une formation assez express. Il y avait des hommes expérimentés, mais aussi des hommes qui n'avaient aucune expérience du combat et des hommes qui étaient destinés donc à être prêts pour cette fameuse contre-offensive. Donc on sent bien aussi qu'en ce moment, il y a un sentiment d'urgence, on le voit sur le terrain. On sait que les troupes ukrainiennes, elles souffrent d'un manque d'hommes comparé aux troupes russes. Donc il y a une urgence. Et pour revenir quand même sur cette histoire d'appel d'offres, il faut préciser quand même que donc pour le moment, la France, elle forme une centaine d'hommes par mois et elle aspire à en former plusieurs centaines. Mais ce qui est aussi précisé, c'est que dans cet appel d'offres, l'opérateur économique ne sera pas forcément français. Donc ça peut être un opérateur économique européen, même américain. Ouais. Voilà. Pierre de Jong, je me retourne vers vous parce que justement dans ces entreprises qui peuvent être concernées par l'appel d'offres, il y a un certain institut Thémis dont vous faites partie, vous en êtes vice-président. Donc l'appel d'offres, comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'il y a dans vos rangs, dans votre institut, des gens qui sont aptes à former des soldats comme pourrait le faire l'armée, à se substituer complètement à ce type de formateur ?
Alors, je ne voudrais pas faire de la publicité pour la boîte au moment où il n'y en a pas de va commencer. Malgré tout, c'est quand même assez éclairant pour nous. Restons factuels, et en même temps, c'est vrai que je connais bien le sujet. Je fais ça depuis plus de 10 ans. En fait, c'est des modèles de formation. Donc, on a des formateurs, on a à peu près 80 experts, qui sont des gens plutôt d'un bon niveau, parce que vous envoyez sur les plateaux régulièrement. Donc, on forme des états-majors dans plusieurs pays africains. Alors, en général, qui sont nos clients? Nos clients sont d'abord, sont les États africains eux-mêmes. Donc, on a des clients depuis plus d'une dizaine d'années. On a formé plus de 10 000 hommes, par exemple. On forme pour le maintien de la paix. Et puis, il y a un point très important, c'est qu'on a notre client qui est l'Union européenne. Donc, les bailleurs internationaux sont extrêmement intéressants. Donc, actuellement, on a un programme de formation du groupement nomade en Mauritanie. Donc, on a acheté 300 chameaux. On crée des process, si vous voulez, à la frontière malienne pour que ça se développe. Vous voyez, c'est un peu... c'est comme ça que je suis bronzé. Sinon, je serais moins bronzé par la force des choses. Je pensais que c'était juste les vacances. Avec le mois d'août qu'on a eu, je serais un peu moins foncé. Bon, c'est ce genre d'opération. Le problème, c'est que la France a toujours été réfractaire. C'est ça qui est intéressant. La France a toujours été restée régalienne, l'État français, etc. Et là, il y a un modèle qui se développe, qui est un modèle anglo-saxon, et je pense que la France n'a pas le choix. C'est vraiment une énorme possibilité, et moi, je suis assez content que ça se prenne comme ça. Justement, je vais poser une question à laquelle je pense vous n'allez pas forcément vouloir répondre, mais ça coûte combien concrètement? Parce qu'on peut aussi voir l'autre aspect, c'est-à-dire ce sont des deniers finalement de l'État, donc des deniers du contribuable. Oui. Donc finalement, faire ça en externe, est-ce que ça coûte vraiment plus d'argent? Est-ce que c'est une dépense qu'on peut se permettre, alors qu'on a dit justement que notre armée n'était pas spécialement armée tout de suite pour répondre à des besoins de guerre immédiats? Alors, c'est d'abord une très bonne question. D'abord, le budget, on ne sait pas d'où il vient. Enfin, il est français, mais vous savez qu'avec le mécanisme européen de la FEP, de la Facilité européenne de paix, il y a un remboursement possible. Par exemple, les Césars qui ont été donnés aux Ukrainiens, les Français sont remboursés par le canal de l'Union européenne. Ça, c'est le premier point. C'est pas impensable que ce programme-là rentre dans ce genre de cadre. Premier point. Deuxième point, les forces privées, les sociétés privées telles que les nôtres, en fait, c'est pas intéressant la première année. Pourquoi? Parce que sur un an, les soldats existent, etc. Le problème, c'est sur le long terme. Aujourd'hui, l'armée française, elle a une compétence, elle va recruter un soldat. Quand elle prend un soldat pour faire une activité, pour avoir une capacité quelque part, elle va se le garder pendant 25 ans. Alors qu'une boîte privée, ils vont garder le contracteur, comme on dit, pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans, grand maximum. Après, ça tourne. Après, il y a toute une série d'intérêts. Concrètement, mon contracteur, il se casse une jambe, je le change. Le soldat, au fin fond de sa tranchée, il se casse une jambe, il faut recruter un autre gars, le former, etc. Donc, il y a plein d'avantages. Il n'y a pas que des inconvénients, il n'y a pas que des avantages, mais le volume avantage, à mon avis, est supérieur au volume inconvénient. Encore une fois, c'est un problème de mentalité. Les Français n'ont pas du tout l'habitude de ça. C'est pour ça que c'est très intéressant que vous en parliez sur une chaîne de télévision. C'est que c'est vrai, c'est une révolution culturelle.